Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous le Grand Témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Ventose, qui est directrice de la recherche et cofondatrice de la société Nukai. Véronique Ventose, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Nukai, en fait, est une start-up qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Alors, vous dites de nouvelle génération, donc explicable, collaborative, et puis il y a un troisième terme que j'ai plus en tête, mais enfin vous nous le préciserez. Et vous êtes illustré très récemment, hein, il y a quelques jours, par un fait d'armes qui est d'avoir battu 8 champions du monde de bridge. Alors c'est pas nouveau qu'il y a des projets où l'informatique, au début on disait l'informatique, on parlait pas trop d'intelligence artificielle, puis l'intelligence artificielle, il y a eu les échecs, il y a eu le bridge. Alors le bridge chez vous, mais il y a eu les dames, il y a eu Jeopardy, il y a eu le poker, il y a eu plus récemment le Go. Je dirais que quasiment tous les jeux de stratégie en sont passés par là, et le bridge était resté un petit peu à l'écart. Et donc vous avez choisi ça. Alors vous nous expliquerez pour quelle raison, mais je crois que je la connais un peu. Vous êtes avec Jean-Baptiste Fontin, votre cofondateur, vous êtes bridger vous-même, donc vous vous êtes finalement fixé cet objectif de battre les meilleurs bridgers avec votre intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Effectivement, avec Jean-Baptiste Fontin, donc, qui est le cofondateur, nous sommes tous les deux des passionnés de bridge. Nous nous sommes rencontrés à une table de bridge. Et la naissance de Nukai est plutôt venue d'un constat relatif à l'IA qui a été proposé dans le monde des entreprises. Et le bridge, on s'en est servi comme d'un bac à sable pour mener à bien notre mission, qui consistait en fait à sortir un petit peu du modèle proposé. Alors moi, j'avais mon point de vue chercheuse, hein, j'ai fait toute ma carrière à l'université, et je me rendais compte que ce qui était vendu, entre guillemets, c'était qu'un tout petit bout de l'intelligence artificielle, alors que c'est un domaine très riche, avec différents types de paradigmes, et notamment que les paradigmes très à la mode, qui fonctionnaient très bien sur beaucoup de tâches, avaient un énorme inconvénient, qui était d'être ce qu'on appelle des black box. Donc en gros, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non seulement on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en fait, elles n'ont aucun moyen d'expliquer comment elles ont pris leurs décisions. Et Jean-Baptiste, lui, à l'époque, accompagnait des entreprises, notamment dans le domaine de la santé, et il commençait à recevoir justement ce message de la part des entreprises. Oui, parce qu'effectivement, pour la médecine, ça pose un problème. Voilà. Si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là... S'il s'agit de classer des images de pandas, de chats, etc., ou de vendre des chaussures, c'est pas trop grave. Par contre, ça devient un petit peu plus critique quand on est sur des domaines où il y a des experts, et puis surtout il y a des histoires de responsabilité, etc. Et l'idée de Nukai a été d'utiliser le bridge parce que ce jeu, en fait, est très différent, et c'était un des derniers sports de l'esprit qui résistait encore à l'intelligence artificielle. Il y a eu des tentatives déjà bien sûr, bien évidemment. Depuis longtemps, et qui n'ont pas été fructueuses. Non, il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des robots de bridge actuels. Oui, j'en utilise un, bien sûr. Notamment W-Bridge 1, qui a été développé par Yves Costel, qui est un ami et qui a développé, c'est un ingénieur qui a développé tout seul pendant 30 ans son robot. Il est multi-champion du monde, mais des robots qui jouent contre des robots. Contre des robots, voilà. Et la grande difficulté de ces robots est liée au fait que une des caractéristiques du bridge est on ne peut pas jouer, puisqu'on a un partenaire et des adversaires, pour différentes raisons, on ne peut pas jouer sans fournir des explications, notamment aux adversaires, pour qu'ils soient à un niveau d'information équivalent à celui qu'on a avec son partenaire. Alors, peut-être pour nos lecteurs ou auditeurs qui ne connaissent pas le bridge, il y a deux parties dans ce jeu. Il y a les enchères. En gros, on donne des informations sur la main qu'on a, donc de 13 cartes, pour dire à peu près ce qu'on espère faire comme levée, donc au maximum 13 levées. Donc ça, c'est la première partie. Et une fois qu'on s'est arrêté à ça, qu'on s'est fixé un objectif, qu'on va commencer le jeu de la carte, alors c'est la deuxième partie qui commence. Et vous êtes concentré principalement sur la deuxième partie
partie de ce jeu. Tout à fait, c'est exactement ça. Pendant la première partie, donc on a, avec notre partenaire, contre 2 adversaires, on va utiliser un système d'enchères qui... Traditionnel, je suppose. Traditionnel, mais avec énormément de variantes, d'où la nécessité de toute façon de pouvoir expliquer aux adversaires. Il n'y a pas de code secret. Il n'y a pas de bluff, ou alors si on bluffe, le partenaire ne doit pas être au courant. C'est quelque chose qui utilise une codification, et à partir du moment où on en sait plus que les adversaires, on doit leur expliquer la codification, et ça va être la même chose pendant le jeu de la carte. Donc c'est ce que vous appelez une information imparfaite, parce qu'en fait, on dit certaines choses, mais on ne peut pas dire tout, sinon on dirait ce qu'on a exactement comme carte. Donc il y a ces enchères, justement, c'est codifié pour en dire un peu, mais pas trop. C'est un peu ça. Alors, le côté information incomplète est surtout lié au fait que, au départ, par exemple, au moment des enchères, donc les 52 cartes sont réparties entre les 4 joueurs. Nous, on ne voit que nos 13 cartes. Donc ça veut dire qu'on a une vision incomplète de l'état du jeu. On ne sait absolument pas donc, comment ont été distribuées les 39 cartes qu'il reste. Les enchères permettent de lever quelques incertitudes. Voilà, des incertitudes, mais on reste encore avec un nombre énorme de possibilités. À la fin de la phase des enchères, on a appris des choses. Notre partenaire en a appris également. Les adversaires ont aussi réduit l'incomplétude et fait ce qu'on appelle des inférences en se disant mon partenaire n'a pas beaucoup de points ou ce genre de choses. Et là, on va attaquer le jeu de la carte. Oui. Donc le camp qui a remporté les enchères, c'est-à-dire qui a déclaré je vais faire tant de plis dans la partie face de la carte, à ce moment-là, le camp en attaque. Et l'un des deux abat son jeu et comme ça, il voit tout. Donc, le mort s'étale. D'ailleurs, je suis étonné qu'on n'ait pas demandé à changer l'appellation du mot mort, que c'est pas très politiquement correct, mais bon. Alors, effectivement, et d'ailleurs, on en parlera après, mais dans l'application qu'on développe pour des enfants, on nous a demandé de nommer le mort l'endormi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, dans le vocabulaire bridgesque, ça reste le mort. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le déclarant, donc un de ceux qui est en attaque, va devoir faire des choix sur ces cartes qui sont cachées, qui restent cachées par rapport à la vision de ces 2 adversaires, mais il va aussi choisir les cartes qui sont aux morts et qui, elles, sont visibles. C'est-à-dire que tout le monde voit ces cartes-là. Donc, en fait, le déclarant va avoir beaucoup plus de choix à faire. C'est très intéressant parce qu'il va falloir qu'il prenne des décisions sur quelle est la carte que je mets quand c'est à mon tour de jouer, et il va indiquer quelle est la carte qu'il doit jouer avec les cartes de son partenaire qui est mort. Et alors, vous diriez que ce jeu, il est assez représentatif de tout un tas de situations de la vie réelle ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que si on a choisi le jeu de bridge, il y avait d'une part l'aspect, parce que ça, il ne faut pas perdre de vue, jeu où c'est pas nous du tout qui l'avons inventé, hein, c'est ce que vous avez dit. C'est assez classique en informatique ou en intelligence artificielle d'utiliser des jeux pour commencer à développer des méthodes innovantes. Pourquoi ? Parce que même si c'est limité, parce qu'on a des règles précises, ce qui n'est pas toujours le cas pour pouvoir tester si les méthodes sont bonnes, on va pouvoir bénéficier de l'expertise humaine, parce que souvent les jeux, il y a eu des dizaines d'années, voire des centaines d'années, où les experts ont pu mettre en place des stratégies. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à développer ces méthodes innovantes, eh bien, on peut les transférer sur la vie réelle. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu les échecs avec Deep Blue. Mais alors justement, la différence avec les échecs, c'est que, enfin de mémoire, je crois que quand il y a eu Deep Blue, en gros, il y a des bibliothèques de parties. Et donc ça permet d'avoir accès à la mémoire de l'ensemble des parties qui ont été jouées. C'est pas tout à fait le cas pour vous. En fait, c'est finalement, est-ce qu'on récupère les millions de parties qui ont été jouées ? Pas. Non, c'est ça. Donc, voilà. C'est à la volée, si je puis dire, en fonction des règles que l'on connaît. En fait, ce qui s'est passé pour les échecs, c'est que ça a été marketé comme de l'intelligence artificielle. Alors, ça peut nous arranger pour dire voilà, c'était un grand succès, mais à ma connaissance,
c'est plus un résultat de ce qu'on appelle force brute. Oui, c'est-à-dire, ça, oui. avec il devait y avoir un supercalculateur par case sur à l'époque, c'était IBM mettait plutôt l'accent sur... ils voulaient vendre des ordinateurs, donc c'était plutôt ça qu'ils mettaient en avant. Voilà. Mais, à la suite de ça, il y a eu le challenge, je dirais plutôt les dames anglaises, puis AlphaGo qui a été très médiatisé. C'est un très très beau challenge parce que c'est un jeu où il y a une énorme combinatoire, mais on est très très loin du bridge dans la mesure où on est encore dans un jeu à information complète. C'est-à-dire qu'on sait exactement... Tout est sur la table. On ne va pas sortir une nouvelle pièce. Le goban ne va pas s'agrandir, etc. On voit ce que fait l'adversaire. Et surtout, on est en 1 contre 1. Donc on n'a pas la notion de devoir gérer, de collaboration, d'adversarial. Voilà. Donc au niveau du bridge, il y a beaucoup d'aspects probabilistes. Mais là, en fait, pour être un bon bridger, il faut plus les capacités d'un médecin qui va faire des diagnostics et du raisonnement à partir de sources hétérogènes que celles d'un mathématicien. Donc le jeu de bridge, à partir du moment où on doit reconstituer l'information, on est un petit peu comme un détective. C'est-à-dire qu'on va faire du raisonnement, on va se dire, tiens, il s'est passé ça pendant les enchères, pour essayer de réduire le champ des possibles. Voilà, le chemin des possibles, mais de manière intelligente. Et le but qu'on s'était fixé avec notre équipe, c'était de proposer un challenge où ce ne soit pas du pré-traitement, on a étudié des millions de parties, et encore une fois, c'est la puissance de calcul qui va battre les humains. Donc il y avait derrière le Janzé, le supercalculateur du SNRS qui était là, mais finalement, vous dites, il a utilisé le mot frugal, il n'y avait pas une puissance de calcul nécessaire importante. En fait, nous avons effectivement bénéficié du supercalculateur, donc du CNRS de Janzé, et ça a été extrêmement important parce que en fait, je vais revenir un petit peu sur l'IA nouvelle génération. Oui. On s'affiche comme une start-up pionnière donc en intelligence artificielle nouvelle génération. Et les 3 points, je vais être un petit peu plus précise que juste le premier point. On peut le simplifier en disant que c'est une IA explicable, mais en fait, c'est surtout une IA hybride. Ça veut dire que plutôt que de dire on ne va utiliser que telle méthode, on va mettre ensemble des méthodes qui font leurs preuves avec chacune leur place par rapport au problème qu'on doit résoudre. Avec bien entendu, parmi ces modules, cette composante white box plutôt que black box, puisque c'est notre ADN. Donc c'est une démarche additive parce qu'on peut rajouter des méthodes nouvelles à l'existant. Exactement. C'est quelque chose qui va progresser. Et cette IA hybride, on a pu la construire ensemble, ou ce début d'IA hybride, parce que le challenge étant assez quand même quelque chose qui était un petit peu plus attractif que de dire aux chercheurs venez, on va faire de la maintenance prédictive, on a pu en fait mettre ensemble des chercheurs de différentes communautés. Donc Tristan Cazenave qui travaille encore, qui est professeur à l'université Paris-Dauphine, qui est un grand spécialiste du computer game, qui a travaillé à l'époque sur le Go. Marie-Christine Rousset de l'université de Grenoble, qui elle est sur des techniques de web sémantique, donc très white box. Céline Rouverol, Dominique Boutinon et Henri Soldano, qui eux sont sur des méthodes d'apprentissage de type white box, etc. Et l'idée était, très bien, on se parle pas en général, on peut pas se parler parce qu'on vient de communautés différentes. Maintenant, on est ensemble sur le même bateau parce qu'on a un challenge à faire et on va pas se faire la guerre. On va pas penser, parce que le bridge est bien trop difficile pour être résolu par une seule méthode. On va mettre ensemble nos outils. On va restreindre un petit peu, c'est ce qu'on a fait en disant on ne va pas embrasser le bridge en entier, et tant mieux parce que c'est le début de l'aventure et derrière il nous restera d'autres défis sur ce jeu magnifique. Et puis on va apprendre à communiquer, on va apprendre à expliquer nos forces et nos faiblesses, et quand on n'arrivera pas avec nos outils existants, on va créer ensemble de nouveaux outils
qui, eux, permettront de faire un pas justement sur l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, on va parler un peu des applications à venir. Juste deux questions pour en finir sur le bridge. La première, c'est vous avez battu les champions du monde, les 8 champions du monde sans appel. Enfin, il n'y a pas à discuter là-dessus, ou c'est encore un peu... Non. Au niveau du résultat, oui. Clairement, on voyait plus ça comme les humains ensemble, puisqu'ils ne se comparaient pas entre eux. Ça, c'était très important. Ils étaient ensemble pour essayer de battre la machine. Donc, le score... est sans appel. Est sans appel. Maintenant, ce n'est que la partie jeu de la carte. Donc, oui, donc il y a maintenant les enchères que vous pouvez travailler, mais ça doit être plus simple à codifier, ça, non ? C'est un autre problème complètement différent. C'est pas le même type d'incomplétude, le même raisonnement, mais c'est déjà une première mondiale parce que ce type de challenge a été réalisé en 2000 et là, les intelligences artificielles de l'époque se sont fait écraser. Toutes les donnes, toutes les parties où c'était du calcul. Elles arrivaient à s'en sortir très bien. Par contre, dès qu'il fallait faire une sorte de raisonnement, là, elles perdaient absolument tous les points. D'accord. Voilà. Alors, deuxième question sur le bridge, et puis après, on passera un peu sur ce que vous allez faire, parce que je pense que vous n'allez pas travailler sur le bridge toute votre vie. Vous disiez tout à l'heure, au bridge, on ne bluffe pas. Parce qu'il y a eu le poker, c'est un élément essentiel du poker. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au bridge, on ne bluffe pas? Parce que je peux très bien avoir une main médiocre et puis faire une annonce qui correspond pas à ma main, donc... Alors, là, c'est un sujet très délicat et qui est qu'effectivement, on peut faire une fausse annonce par rapport à son jeu, oui. Mais en aucun cas, le partenaire ne doit être au courant. Donc on assume que quand on fait ce genre d'action, on va tromper les adversaires et le partenaire. Ah, donc il ne peut pas dire « tu me fends le cœur ». Exactement. Ou alors, étant donné que, par exemple, c'est pour ça que au niveau du système d'enchères, ne pas signaler quelque chose, c'est assez complexe. Mais en tout cas, il s'agit... C'est un jeu où on peut tromper l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Nook. On en était très fiers parce que le fait qu'il raisonne par rapport au fait qu'il connaissait parfaitement la stratégie des adversaires. Donc ça me permet de répondre à la question. Sur la puissance de calcul du supérieur calculateur de Jean Zay a servi à mimiquer, c'est-à-dire on a entraîné un réseau de neurones pour pouvoir avoir une vision de la stratégie des adversaires. Et le but était de créer un nouveau type d'intelligence artificielle qui prendrait en compte, qui, sachant qu'il connaît la stratégie des adversaires, peut lui faire des fautes, peut faire du raisonnement sur ce qu'il a fait et surtout sur ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est exactement ce que fait un bridger. Un bridger connaît globalement la stratégie des adversaires et comme on est en information incomplète, bien sûr, il doit calculer des probabilités, mais un exemple classique est que s'il y a une ligne de jeu, donc un coup gagnant, où on se rend compte qu'il faudrait que les cartes soient placées et qu'il y a 1% de chance pour qu'elles soient au rendez-vous pour faire cette belle technique, eh bien, un champion de bridge va être capable d'évaluer que, par contre, étant donné que les adversaires n'ont pas non plus l'information complète, la probabilité, faisant une autre manœuvre qui est à 0%, mais que l'adversaire fasse une faute est à 20%, il va choisir la faute. Et voilà. Et c'est aussi ce qu'a fait notre petit robot Nook. Et c'est pourquoi, quand on regarde les interviews des champions du monde, il y a une championne anglaise qui a dit « c'est la première fois que je joue contre un robot » parce que, évidemment, encore plus avec le Covid, les robots de bridge existent avec leurs qualités et leurs défauts. Et elle a dit « c'est la première fois que je rencontre un robot de bridge qui joue comme un humain ». Qui fait des coups psychologiques. Donc c'est un compliment pour les robots. Là. Ah, c'était un très gros compliment pour ce petit Nook. D'ailleurs, pour nos lecteurs qui seront intéressés, ils peuvent aller sur votre site, puisqu'il y a un certain nombre de parties qui sont commentées, d'ailleurs, par deux experts, je suppose, du jeu. Alors, évidemment, le bridge, pour vous, ça a été une promotion de votre entreprise, de ce que vous faites, de vos activités. Bon, on voit bien que vous êtes passionné de bridge vous-même, mais quels sont, il faut aller un petit peu au-delà, quels sont, à votre
votre avis, les différentes applications dans le domaine de la vie des entreprises? Alors, sur la partie applicative, on n'a pas adopté l'approche classique de dire on va montrer qu'on est très fort sur un jeu et puis après, on va voir avec quoi ça colle. On s'est concerté en fait avec Jean-Baptiste et on a choisi déjà une partie. On nous dit oui, très bien, vous n'avez pas attaqué tout le bridge, mais c'était déjà volontaire parce qu'il fallait bien arriver, c'est un début, c'est un joli début, mais ce n'est que un début. Et on a choisi cette partie du jeu parce que on avait déjà idée que ça collait avec ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire. Souhaite faire dans différents projets. Donc pendant un an, on n'a vraiment fait que de la recherche, développement, pour monter en puissance, la cohésion de l'équipe, etc. On a publié des articles. Et puis, très vite, je dirais au bout d'un an, Jean-Baptiste a pris son bâton de pèlerin et il est allé, en fait, rencontrer des industriels, des gens de différents domaines. Et son but était d'essayer de voir, parce que, bien sûr, il se tenait très au courant de ce qu'on avait en entrée et en sortie pour se projeter sur des domaines applicatifs. Et sa mission était de choisir 2-3 domaines sur lesquels les méthodes qu'on était en train de développer peuvent être transposées ou déclinées. Peuvent être transposées. Donc, c'est un travail qu'il a fait. On a commencé à faire des choses. On n'en a pas parlé parce que le challenge était autour du bridge, mais je développerai ce qui a été fait. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que en fait, ces domaines étaient... L'intérêt des méthodes, de dire l'ADN de Nukai, c'est quand même de garder l'humain dans la boucle, d'établir une collaboration entre l'homme et la machine. Et donc, le principal était d'avoir cet aspect dans les domaines applicatifs, mais également dans les problèmes qui nous étaient proposés. C'est-à-dire que des personnes, en ce moment, l'IA, c'est très recherche de patterns, des vidéos, des images, etc. Oui. Nous, on n'a pas vocation à faire de l'explicabilité sur des images, parce que finalement, il n'y a pas intrinsèquement de sémantique, c'est-à-dire que récupérer l'expertise humaine sur des pixels, ça n'a pas de sens. Donc en gros, là c'est plutôt avoir des millions d'images et puis faire des trucs très répétitifs. Après, derrière, dire je vais mettre de l'explicabilité, des gens peuvent le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Non. Et puis c'est surtout que c'est pas du tout notre technique. Je vais revenir un petit peu en arrière. Quand on dit que chez Nukai, on veut garder l'humain dans la boucle, on en a fait la preuve sur le bridge. La première étape de ce qu'on a fait sur le robot Nook, c'est de récupérer l'expertise des joueurs de bridge. Pas leur stratégie, mais de récupérer donc les règles du jeu, de récupérer ce qu'on appelle les conventions, c'est-à-dire des règles où, par exemple, au moment où le joueur en défense produit la première carte, c'est complètement codifié. Ça veut dire que et le déclarant et le partenaire savent exactement comment réduire l'espace, parce que, et tout ça, ça nous semblait ridicule de dire on va faire jouer des millions de parties pour qu'ils le retrouvent, parce que n'importe quel joueur humain, un enfant, un adulte qui débute au bridge, on lui donne ces informations. Donc là, c'est finalement un raccourci. Il n'y a pas besoin d'utiliser la machine pour qu'elle tourne pour rien, alors qu'on le sait pertinemment. On n'est pas là pour faire une démonstration de force, on est là pour faire des choses efficaces. Et quand on dit qu'on a une IA verte qui est économe, c'est pas uniquement, mais c'est principalement parce qu'on va récupérer cette l'expertise humaine. Voilà, cette expertise humaine. Cette expertise humaine, elle nous sert à définir ce qu'on appelle des bases de connaissances. Et ces bases de connaissances, c'est important également parce que c'est ce qui va nous permettre derrière de fournir des explications. Parce que si on veut fournir des explications pour convaincre les experts que la décision est la bonne, ou pour qu'au contraire ils nous disent non, c'est pas la bonne décision, il faut parler le même vocabulaire qu'eux. Donc il y a cette première partie de définition du domaine. Alors évidemment, les experts du bridge, pour nous c'était facile. Ce sont nos amis. Jean-Baptiste était, je crois, 10e joueur français. Donc cette expertise, on l'avait en interne. Donc j'avoue que nos bases de connaissances, on avait un petit peu plus de facilité à les mettre en place et à les utiliser. Et ensuite,
Seulement, on va demander donc à la machine de commencer à essayer de jouer et de faire des progrès, mais pas en regardant ce qui se passe sur des millions de parties. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre à utiliser ses règles. C'est-à-dire qu'une machine qui est capable de récupérer les règles pour être dans un espace un petit peu moins grand, c'est déjà un énorme gain. Et puis ensuite, cette connaissance, elle nous a servi, en fait, on a un module d'explicabilité, donc c'est pas du tout ce qui a fait que nous qui étaient performants, c'était juste pour dire, on n'a pas une approche boîte noire, parce qu'au moment où le petit robot a pris telle décision, voilà ce qu'il avait en tête. Et voilà ce qu'il avait en tête d'un point de vue probabiliste, avec les abstractions qui avaient été en fait édictées par les experts de bridge. Et cette forme d'explication pour un bridger est suffisante. Alors donc en fait c'est une vraie collaboration entre l'homme et la machine. Exactement. On utilise l'homme là où il est bon, la machine là où elle est performante. Et voilà. C'est ça l'idée. Exactement, parce que l'idée des gens c'est de dire oui, on va faire une collaboration homme-machine, l'homme va utiliser la machine. Mais en fait, très bien, on est d'accord, on est au service de l'humain, mais nous créons des intelligences artificielles où l'homme sera aussi au service de la machine. Parce qu'il y a encore énormément de choses où l'homme est bien meilleur que la machine. Ça nous rassure. Voilà, le sens commun. Et puis on serait vraiment complètement fake de dire qu'on va encoder toute la connaissance. Est-ce que vous pourriez nous donner donc quelques types d'applications sur lesquelles vous travaillez ou de secteurs économiques? Alors tout à fait. Donc on a commencé à travailler avec une compagnie aérienne en réutilisant une technique de jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'espère que c'est pour ne pas optimiser le prix du billet, quand même. Non, absolument pas. Justement, on adore cette application parce qu'elle va assez bien... elle va permettre à un humain de gérer des choses qui deviennent ingérables, du type proposer justement de bien accompagner, que les avions soient affrétés avec les bons équipages. Et on va avoir aussi une étape de bien-être des pilotes. C'est-à-dire faire en sorte d'aider l'humain, pas pour que la compagnie gagne seulement de l'argent, ça c'est vrai que c'est un facteur, mais également pour que les pilotes s'y retrouvent mieux dans les vols. C'est eux qui pilotent l'avion, donc effectivement... Et tout le monde y gagne, tout le monde y gagne. Alors, donc, les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Alors ensuite, on a assez vite travaillé en fait avec Thales, donc sur la partie défense, et là on a travaillé sur plus l'aspect bridge, alors là c'est encore différent, multi-agent. Donc on a travaillé sur de la coordination de radar, et puis là on reprend sur une partie, alors on est plus sur des parties, ce qu'on appelle dual, c'est-à-dire civil, militaire, etc. Donc Thales a été un partenaire au début, et on envisage de poursuivre sur des applications sur lesquelles qui correspondent aussi à ce qu'on a en tête. Hein. On reste bien sur ce qu'on a décidé au départ. Et le domaine sur lequel, contre toute attente, on est vraiment le plus avancé et qui est déjà au stade d'un produit qui se développe, c'est l'éducation. D'accord. Donc, le domaine de l'éducation, on l'a adressé au départ parce que on s'est intéressé à la notion de jeu et du fait d'apprendre des choses, parce que quand on joue au bridge, on manipule des notions de maths, de probabilité, etc. Et en fait, on a créé donc un produit. Alors, c'est pas un produit fini, c'est un produit justement qui a pour vocation de s'améliorer au fil du temps. Mais on a déjà donc une application qui permet de faire jouer à des enfants, on va dire plutôt CP-CE1 entre 5 ans et 7 ans, qui leur fait jouer à une restriction du jeu de bridge, où les cartes sont bien plus marrantes voilà, c'est des petits dinosaures, des robots, etc. Et qui va leur proposer des exercices utilisant le matériel
donc, qu'ils ont associés à des jeux. Donc c'est un peu le principe, tous les bébés animaux apprennent en jouant. L'idée de les rendre actifs et d'utiliser ce matériel pour faire passer des notions de mathématiques dont les enfants ont l'impression de s'amuser. On le compte avec le dinosaure, fait certaines choses. Et ça, en fait, c'est un outil qui est déjà, qui en septembre va être déployé donc, dans quasiment toutes les écoles primaires de France via l'Éducation nationale. Donc c'est un gros projet. C'est un gros projet. Donc ça veut dire que dans vos voies de développement, il y a deux axes. Il y a essayer de résoudre des problèmes spécifiques. Et puis, il y a développer des applications ou des logiciels, entre guillemets, qui soient prêts à l'emploi. C'est un peu ça les deux voies ou c'est... Alors, au niveau de comment ça se passe, ça va complètement dépendre. Parce que, en fait, ce qu'on a développé sur le bridge et également sur d'autres choses au niveau recherche, même si on a l'impression que c'est complètement ad hoc sur le bridge, pas du tout. Ça, c'était le souci. C'est pour ça qu'on n'a pas pré-traité. C'était de faire des outils qui soient généraux. Donc ça, c'est un avantage, mais ça a aussi l'inconvénient que si on veut l'appliquer à un domaine, il faut récupérer l'expertise du domaine. Donc, il va y avoir des domaines où ça va être de la co-construction, et y compris l'éducation. C'est-à-dire que nous, au départ, on a généré un certain nombre d'exercices. Alors, on a eu encore une fois le soutien de la France, puisqu'on a gagné une bourse EduUp qui nous a permis de construire ce premier prototype. Mais en fait, l'idée, comme c'est vraiment d'accompagner les professeurs d'école et les enfants, c'est-à-dire que le but, c'est de générer à la volée des exercices personnalisés pour les enfants, pour pas qu'ils s'ennuient, pour pas qu'ils perdent conscience. Donc ça veut dire qu'on va récupérer ce côté explicable. On va laisser l'enfant jouer ou faire des exercices. Là-dessus, l'IA va commencer à établir un profil, mais pas seulement il a 18 sur 20, etc., mais un profil à haut niveau. Son comportement, est-ce qu'il a tendance à faire des exercices qui le rassurent? Est-ce qu'il fait des erreurs globalement, par exemple des problèmes de retenue? On peut éventuellement voir des problèmes d'inversion de 6 et 9, etc. Et le but, c'est à la fois d'aider l'enfant en ne proposant pas toujours la même suite d'exercices, mais également les professeurs d'école en leur fournissant à haut niveau des explications sur ce qui est en train de se passer, de manière à ce qu'elles puissent accompagner mieux les enfants. Mais bien entendu, on a déjà un premier cahier des charges, mais je pense que aussi bien les enfants que les professeurs d'école pourront nous apporter beaucoup pour faire évoluer ce produit, ce produit ou cette application. Pour finir, comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? C'est-à-dire en termes de développement d'entreprise, est-ce que vous avez besoin de financement? Est-ce que vous allez penser lever des fonds? Comment vous pensez faire? Alors, oui, là, en ce qui concerne la recherche, donc on va continuer à développer, mais des nouvelles méthodes, donc, puisque comme je l'ai dit, c'était que le début, mais en parallèle, on va à la fois concrétiser, c'est-à-dire renforcer nos collaborations avec les différents domaines. Et pour cela, on prévoit en 2022 au plus tard, début 2023, de faire une levée de fonds conséquente pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et levée de fonds plutôt en France, ou vous êtes ouvert à toute solution? On a été vraiment... mais on a déjà des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs 100% français. On est très français. On a été vraiment gâtés par la France en bénéficiant donc de ressources, de la BPI, de le supercalculateur Jean Zay, etc. Mais on pense que notre avenir est bien sûr en France, et on fera le maximum, mais également à l'international, c'est évident. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un tour très complet. Donc, après le bridge, vous allez peut-être trouver un nouveau défi. Alors, je peux vous en proposer un, si vous voulez, battre les meilleurs zénologues du monde. Parce que là, ça permettrait de combiner à la fois le côté physique et puis le côté virtuel. Oui, tout à fait. Mais là, on a un spécialiste, justement, le premier jour du challenge, parce que ce challenge
match était quand même une fête, et ça c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Mais vraiment une fête, y compris pour les champions du monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette déception, on leur disait pas on va vous écraser, au contraire on leur disait on se sert de votre jeu magnifique pour mettre en avant pour montrer à quel point le bridge est un beau jeu, et puis il y a toutes ces phases qu'on n'a pas encore gérées qui laissent des perspectives, et le premier soir on les a accueillis dans nos locaux avec un œnologue qui leur a parlé de vin, de champagne, Très etc. bien. Bon. Donc là, pour faire la background knowledge, la base de connaissances, nous avons notre expert. Un interlocuteur. Très bien. En tout cas, Véronique Ventos, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy.